Hmm. Bon, puisqu'il y en a quelques-uns parmi vous qui me l'ont réclamé, on va se replonger dans l'univers du petit sorcier le plus célèbre du monde. Bon, lorsqu'il y avait eu les Animaux Fantastiques partie 2, ou renommés subtilement les Crimes de Grindelwald qui étaient sortis en France, j'avais déjà fait pas mal de vidéos autour de l'univers d'Harry Potter. Même en remontant, même par le passé, lorsqu'il y avait eu les Animaux Fantastiques qui étaient sortis, j'avais également fait une rétrospective de toute la saga Harry Potter. Mais ça n'a pas l'air de suffire à certains parmi vous qui me demandent de reparler d'Harry Potter. Étant donné que tout dernièrement, juste avant d'ailleurs qu'il y ait le confinement à cause du coronavirus, je suis parti en Angleterre, j'ai pu, par le plus grand des hasards, passer par les studios Warner et donc voir un petit peu les lieux de tournage d'Harry Potter, ce qui m'a bien évidemment, vous vous en doutez, donné particulièrement envie de me replonger dans l'univers d'Harry Potter, ce qui fait que dès le moment où on est rentré et dès le moment qu'on a su qu'on serait enfermé dans notre appartement pendant une durée assez interminable, dirons-nous, et ben avec ma copine on s'est dit, et ben on va se remater l'intégrale d'Harry Potter. Et donc c'est ce qu'on s'est fait. Et du coup ça m'a donné envie de tout simplement vous proposer de faire mon classement d'Harry Potter, chose que je ne fais quasiment jamais sur cette chaîne, je ne fais jamais de classement sur quel film j'ai préféré plus qu'un autre. Mais étant donné qu'Harry Potter, c'est une saga qui a pour moi une saveur très particulière parce que j'ai grandi avec Harry Potter. J'avais pas tout à fait le même âge qu'Harry, vous allez me dire, lorsque les films ont commencé. Mais ça a forcément été une saga qui m'a beaucoup marqué. Parce que j'avais un peu le même âge que les personnages, parce que je trouvais l'histoire entraînante, parce que j'avais lu les bouquins, parce que j'ai suivi les films au gré des romans également, que je faisais mon petit comparatif en voyant les deux. Et du coup, je me suis dit, ouais, pourquoi pas faire mon petit classement. Classement qui, on va dire, est définitif depuis quasiment la sortie du 8. Depuis, je n'ai quasiment jamais remodifié ce classement, parce que pour moi, il est définitif. À aucun moment, j'ai envie de remettre en cause ces épisodes, et même si je vois parfois des facilités ou des rapports particuliers que je peux entretenir avec certains films, j'arrive quand même à être assez logique et à comprendre, en fait, qu'est-ce qui ne marche pas et qu'est-ce qui fait qu'un film est vraiment bon. Donc du coup, j'ai sorti toute ma panoplie du parfait petit sorcier. Et on va les faire un par un. Donc c'est parti. Bon, on va commencer par la fin. Je préviens tout de suite, les fans de Durandal vont me détester. Très clairement, les fans de Durandal vont vraiment me détester parce que Durandal avait fait son petit classement d'Harry Potter lorsqu'il avait fait sa rétrospective. Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé est pour moi le pire film de la saga Harry Potter. Pour la simple et bonne raison que pour moi, ce n'est pas un très bon film. Honnêtement, et pourtant je suis quelqu'un qui est vraiment très attaché au Harry Potter. Mais lorsque je pense au Prince de Sang Mêlé, je pense à un film qui avait un super potentiel, qui avait énormément de choses à raconter, qui avait beaucoup de filiation à créer avec un personnage que je citerai par la suite, et qui n'exploite jamais rien. Et qui, pardon du terme, pendant 1 heure de film, est littéralement un enchaînement de romances sans le moindre intérêt. Et le plus gros problème du long métrage, c'est qu'il a une quête principale qui, si elle avait été mal exploitée, ce qui est le cas par Steve Kloves, le scénariste, elle pouvait littéralement faire passer le film pour 2 heures et demie de vide. Et malheureusement, c'est ce qui s'est passé. Pour moi, le gros problème, c'est que David Yates n'arrive jamais à être aussi flamboyant qu'il n'a pu l'être par la suite. David Yates plombe son récit en s'attardant vraiment sur des détails qui n'ont aucun intérêt. Steve Kloves, quant à lui dans l'écriture, n'exploite jamais pleinement le potentiel du Prince de Sang Mêlé, se contente juste de l'évoquer parce que c'est nécessaire et parce que ça fait avancer l'intrigue avec Slughorn, mais derrière ça n'exploite rien du tout. Et pour moi, c'est le plus gros souci. C'est qu'on se retrouve vraiment devant un film qui passe son temps à être assez mauvais. Et vraiment, je suis désolé, mais Ronron, ça passe pas. Ronron, j'ai beau essayer d'être objectif, ça ne passe jamais. Et plus je regarde ce film, plus je me dis que vraiment, il est long, il est lent, et il ne raconte quasiment rien d'intéressant. Il n'y a que l'esthétique qui arrive à sauver le film par le biais de quelques plans, notamment la quête de l'Horcrux principal du film, mais même ça, c'est tellement mal exploité par David Yates que du coup, je ne peux pas être objectif. Là-dessus, je suis désolé, mais autant on verra par la suite, il y a des films sur lesquels
Je suis objectif, en même temps, je suis un peu Madeleine de Proust. Là-dessus, je suis peut-être trop objectif, mais Le Prince de Sang Mêlé, ça passe pas avec moi. Ensuite, il y a le volet juste avant. Ouais, et l'Ordre du Phénix. Alors ça, l'Ordre du Phénix, pour moi, lorsque je l'ai vu, c'était une trahison. Alors, on va dire que par rapport au Prince de Sang Mêlé, il y a des trucs qui fonctionnent plus. Je pense notamment au travail de la musique, je pense notamment à l'esthétique de David Yates qui, au début, est vraiment très maladroite et qui, par la suite et l'avancée du récit, fonctionne un peu mieux. Mais c'est vraiment une trahison. On est sur un film qui dure 2h10 à peine pour un bouquin de 1000 pages. Il n'y a rien qui est exploité correctement. Rien du tout. L'Ordre du Phénix est bâclé, les personnages sont sous-développés, ce qui fait que lorsqu'on arrive à l'épisode 8, par la suite on en évoquera, mais ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne clairement pas. La seule chose qui fonctionne à peu près, c'est l'armée de Dumbledore, et encore, quand on voit le potentiel que ça pouvait avoir, voilà. Le souci, c'est que David Yates doit jouer avec le fait qu'il doit commencer à placer des romances parce que par la suite, ça aura de l'importance, notamment dans Le Prince de Sang Mêlé, même si voilà, derrière, c'est très sous-exploité, mais ça doit avoir de l'importance. Donc du coup, il place des romances à la truelle, il ne sait pas comment les mettre en relief. Chose la plus réussie de ce film, c'est clairement Ombrage. Ombrage est vraiment très très bien exploité et je trouve notamment que son actrice est fantastique, qu'elle exploite à la merveille le personnage et qu'elle arrive vraiment à faire en sorte d'en tirer le plus de qualité, alors qu'on parle d'un personnage qui est détestable du début à la fin, mais vraiment elle en tire quelque chose de parfait. C'est vraiment parfait. Pour moi, c'est la plus grande qualité qu'a ce film, parce que vraiment derrière, je trouve que c'est très sous-exploité. La relation entre Sirius et Harry est très très bien amenée aussi, mais c'est parce que lorsqu'on sait ce qui se passe, elle doit avoir de l'importance, elle doit avoir une nécessité, elle doit avoir un intérêt, donc du coup, ils essayent le plus possible de l'exploiter à fond. Mais vraiment, pour moi, c'est un film qui avait un potentiel monstrueux de base. Mais vraiment, quand je dis monstrueux, c'est on parle d'un roman de 1000 pages qui va dans énormément de directions, qui exploite beaucoup de choses intéressantes. Et j'ai l'impression que Michael Goldberg, qui est donc le seul scénariste autre que Steve Kloves à avoir bossé sur la saga Harry Potter, il exploite hyper mal tout ça. Et lorsque vous regardez ensuite son travail de scénariste, vous comprenez pourquoi c'est assez mal exploité. Parce que Michael Goldberg n'est pas un très bon scénariste. Et du coup, ça fait que L'Ordre du Phénix, c'est juste un film qui passe à mes yeux. Mais vraiment, qui passe. Ensuite, on a les Reliques de la Mort, partie 1. C'est sympathique, mais ça raconte pas grand-chose en fait. Disons que il y avait cette espèce d'époque très bizarre lorsque les Reliques de la Mort, partie 1 est sortie, qui voulait que lorsqu'on devait faire la conclusion d'une saga, c'était intéressant de diviser le dernier livre par deux et d'en faire un double feature. Parce qu'il y a eu ça sur Twilight et il y a eu ça sur Harry Potter. Et alors Harry Potter, pour le coup, ça fait qu'on se retrouve avec une première partie, ben, je dirais pas qu'il brasse beaucoup de vide, mais qui en tout cas passe beaucoup de temps à développer des scènes qui sont très hasardeuses, à mettre en avant des personnages qui n'ont pas toujours plus d'intérêt que ça, à bâcler certaines morts littéralement, et je pense oui à celle qu'il y a à la fin de cet épisode qui, pour moi, est l'une des morts les plus sous-exploitées de l'histoire du cinéma, parce que sérieusement, on parle quand même d'un personnage qui a fait toute la sympathie d'un autre volet, et ici, il est jeté à la truelle comme si c'était pas intéressant de le mettre en avant. Et pour moi, c'est un des plus gros défauts, clairement, de cet épisode, c'est que sans le moindre doute, il avait également, comme l'Ordre du Phénix, un joli potentiel dans une moindre mesure, mais que David Yates a choisi d'en tirer juste ce qu'il faut pour en faire un film qui tienne le coup, qui entraîne le spectateur, mais qui ne fasse pas ressentir ce frisson. Je veux dire, pour ceux qui ont lu les romans, à la fin du Prince de Sang Mêlé, dans l'écriture, il y avait quelque chose qui partait. C'est-à-dire que vraiment, on nous expliquait que c'était la fin d'une ère, qu'ils n'allaient pas retourner à Poudlard l'année suivante, et qu'il allait se passer quelque chose de fort. Le début des Reliques de la Mort en roman est très compliqué, parce que c'est vraiment beaucoup de blabla, beaucoup de mise en place du plan de Voldemort pour prendre Poudlard, etc. Nanana. Ça part dans beaucoup de sens. Mais il y avait quand même une certaine clarté, une certaine finesse. Et je trouve que ici, c'est pas forcément hyper bien exploité. Et ça part dans une direction où du coup, c'est bien, mais ça aurait pu être mieux. Et c'est un petit peu ce qui ressort à chaque fois que je parle des films de la seconde moitié de la saga Harry Potter. C'est que chez David Yates, il y a du « c'est bien »,
mais ça aurait pu être mieux. Et c'est un peu le cas, malheureusement, des Reliques de la Mort partie 1. Ensuite, il y a un de ceux sur lesquels je vois beaucoup de gens s'acharner. Parce que, soi-disant, la coupe de feu, quand même, c'est un peu long, il se passe pas grand-chose, etc. Alors là, on va commencer à rentrer dans la partie où je ne suis pas très objectif. C'est-à-dire que, sérieusement, je vois les défauts de la coupe de feu. Je vois que le film est parfois très long, et parfois assez anecdotique sur certains aspects, mais je ne peux pas m'empêcher de le trouver flamboyant parce que je trouve que Mike Newell, déjà de son côté, a réussi à en tirer une sève dramatique et cinématographique qui prend vraiment aux tripes, qui est vraiment haletante, qui est vraiment angoissante, qui arrive à créer une ambiance beaucoup plus mature, une ambiance, on en parlera ensuite, que Alfonso Cuarón avait déjà mise en place dans Le Prisonnier d'Azkaban, mais je trouve que Mike Newell, lui, pour le coup, arrive justement à être un petit peu dans cet entre-deux, à commencer à mettre en place le côté adolescent qui découvre qu'il a des attirances pour les filles. En même temps, le film arrive à être très noir par le biais de cette aventure qui reste quand même très sombre, avec les enjeux notamment à la fin qui sont très bien amenés. Je trouve que l'évolution des personnages est très intéressante également, même si clairement c'est un film où les coupes de cheveux partent un peu en vrille, mais disons pourquoi pas. Mais du coup, on a vraiment un film qui pour le coup a une ambiance, un rapport particulier avec l'univers, essaye de lui amener une maturité tout en amenant le côté un peu désinvolte de l'adolescence. Donc oui, c'est un film qui raconte finalement une grande aventure qui se solde par un échec, clair et net. Mais c'est beau, ça reste beau. Et vraiment, je trouve qu'il y a un avant et un après ce film. C'est-à-dire que là, on est clairement à la fin d'un cycle. C'est-à-dire qu'ensuite, on va passer vraiment dans la période David Yates et tous les films vont un petit peu avoir le même esprit, la même ambiance, le même caractère. Et là, c'est la dernière fois où il y a un auteur qui arrive quand même à s'approprier l'univers d'Harry Potter et à lui amener quelque chose de sincère, d'unique. Et oui, je suis d'accord, c'est pas forcément un film qui est très juste dans sa manière de composer son histoire et qui a tendance à trop se reposer sur le tournoi des trois sorciers et pas assez à développer des à côté ou des personnages ou des ambiances ou des choses comme ça. Mais franchement, celui-là, je trouve que c'est, dans la partie, on va dire, bof de la saga, c'est clairement celui qui tire le mieux son épingle du jeu et qui surtout arrive à avoir une sacrée ambiance, un sacré caractère et une vraie esthétique, je trouve. Bon, celui-là, niveau objectivité, je suis 0. Parce que je vois tous les défauts de ce film. Il a tous les pires travers de ce qu'a fait David Yates et de ce qu'ont fait Steve Kloves sur la deuxième partie de la saga. C'est-à-dire que c'est un film qui est bâclé, c'est un film qui est maladroit, c'est un film qui est foutraque, qui va dans quasiment aucune direction vu que tout a été mis en place dans la première partie. Et donc du coup, Les Reliques de la Mort partie 2, c'est un film qui littéralement, sans vouloir être méchant, ne raconte que l'histoire d'une bataille. Si on voulait faire un comparatif, c'est comme la bataille des 5 armées, c'est-à-dire qu'il y a la désolation de Smaug qui place tout, mais littéralement tout, et la bataille des 5 armées, c'est juste une baston. Et c'est un peu ce qui se passe ici. C'est qu'il n'y a pas grand-chose en fait. On est sur un film de 2 heures. La première partie, vaguement, il se met en place quelques petits trucs, mais ça dure 3/4 d'heure, et ensuite on a 1h15 de baston quasi non-stop. Mais c'est la fin. C'est la fin, et lorsqu'on arrive à la fin de quelque chose, même si parfois c'est maladroit, même si parfois c'est bof, même si parfois c'est pas complètement réussi, c'est la fin d'un cycle. Et ici, c'est clairement la fin d'un cycle. Et comme toute fin de cycle, c'est quelque chose de particulier. Je veux dire, allez voir sur Internet, vous verrez que tous les autres volets de la saga Harry Potter, ils sont notés avec une certaine forme d'objectivité. Genre vraiment des gens qui prennent du recul, qui se disent « ouais, ça va, ça passe, ça c'est bof, etc. » Pas sur celui-là. Sur celui-là, il n'y a aucune objectivité. Je veux dire, c'est le seul de toute la saga Harry Potter qui est un volet qui est dans les 250 meilleurs films de l'histoire du cinéma de IMDb. Tous les autres, ils sont en dehors, ils sont à la marge, ils sont en bordure, etc. Pas lui. Lui, il est dedans. Parce que c'est la fin. Parce que c'est l'aboutissement de plus de 10 ans quasiment de cinéma. Et donc du coup, je pense que les gens, ils n'ont pas réussi à prendre du recul. Et même moi, je ne suis pas capable de prendre du recul. C'est le film que je trouve le moins passionnant. Et pour autant, je ne peux pas m'empêcher de le trouver un peu épique. C'est le film où je me remets en boucle des moments où je trouve qu'il y a des énormes défauts. Et pourtant, cette image de fin, elle me fait toujours autant de quelque chose. Je sais que cette image de fin, elle est un peu ridicule parce que les acteurs, ça se voit à 10 km qu'ils ne sont pas vieux. Mais pour autant, il y a une certaine sympathie. Et je pense que si ça avait été des adultes qui les avaient interprétés, ça aurait moins bien marché.
Donc oui, c'est clairement une Madeleine de Proust, celui-là. C'est un film qui est bourré de défauts. C'est un film pour lequel, forcément, on va avoir un certain attachement. Bon, là, vous commencez à le sentir. Que les 3 premiers films, c'était les derniers du classement de Durandal, mais pour moi, c'est les meilleurs. Bon, déjà, La Chambre des Secrets. La Chambre des Secrets qui est un des volets les plus critiqués de la saga. Je crois que honnêtement, sur la plupart des classements, les gens le mettent quasiment en dernier ou avant-dernier. Je comprends pas pourquoi, parce que moi, je le trouve trop bien. C'est peut-être parce que j'ai un attachement profond aux jeux vidéo et que du coup, j'ai poncé les jeux vidéo des 3 volets dont on va parler prochainement, mais je trouve La Chambre des Secrets vraiment entraînant parce que lorsqu'on est gamin, faut se dire qu'on a encore toute la magie de l'école des sorciers, mixée avec un petit peu de noirceur, parce que le film commence à vouloir amener des thématiques, disons, serait-ce plus mature, en tout cas plus noires, plus nuancées. Et ça fait que du coup, ce film, je trouve que déjà Chris Columbus a fait quand même un sacré travail, parce que mine de rien, en termes de mise en scène, le film a quelques bonnes idées. Je ne dis pas qu'il est bourré de bonnes idées, parce que Chris Columbus, c'est un cinéaste, disons, je sais pas, c'est un magicien en fait. C'est un sorcier, Chris Columbus, parce qu'il arrive à transformer une mise en scène très classique en quelque chose de flamboyant. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde un film de Chris Columbus, on ne peut pas s'empêcher de se dire « c'est quand même pas fou en termes de mise en scène ». Et pourtant, la plupart des films qu'il a réalisés sont des films cultes. Parce que c'est un mec qui sait gérer sa mise en scène et qui, malgré son côté très classique, arrive à amener quelque chose de puissant et de fort. Et ici, c'est ce qui se passe avec La Chambre des Secrets. Je ne dis pas que c'est un film qui est fondamentalement réussi, je dis que c'est un film qui réussit à faire exactement de la bonne manière tout ce qu'il faut pour en faire une œuvre réussie. Et du coup, ça fait que même si derrière les gens le trouvent très long, ce film, et mine de rien, il est très long, je crois que c'est un des films les plus longs de la saga, parce qu'il dure 2h25, voire 2h35 dans sa version longue, c'est le volet le plus long, et pourtant, eh ben, je le trouve excellent. Je le trouve vraiment excellent, je le trouve très bien écrit, je le trouve bien réalisé. C'est pas le film non plus où ils jouent le mieux, les acteurs, mais on le verra, c'est parce que je pense qu'il y a eu une étape charnière qui est passée après, mais il y a un petit peu d'évolution. Et moi, je ne peux pas m'empêcher d'avoir encore une fois beaucoup d'attachement à cette histoire qui reste, mine de rien, assez forte en termes d'impact, en termes d'histoire, parce que c'est là en fait que tout se passe. C'est là que Harry commence à avoir de l'attachement pour Ginny, c'est là qu'on commence à comprendre que Tom Jedusor, il y a peut-être quelque chose à faire avec un certain nombre d'éléments qui par la suite deviendront des Horcruxes, etc. Et c'est également là qu'on voit aussi un développement psychologique autour d'Harry Potter sur est-ce qu'il y a vraiment un lien entre lui et Lord Voldemort ou est-ce que c'est lui qui se le fait dans sa tête. Je trouve qu'il y a beaucoup de choses qui sont placées dans ce volet et c'est pour moi peut-être pour ça que je le trouve assez intéressant et important. Bon. Je sais qu'il n'est pas hyper réussi. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui le trouvent lent. Je sais qu'il met beaucoup de choses en place. Mais ce film est génial. À l'école des sorciers, c'est ça ma grosse Madeleine de Proust. Autant ma Madeleine de Proust finale, qui est Les Reliques de la Mort partie 2. Et voilà, je sais pourquoi j'ai une Madeleine de Proust autour. Autant ça, je l'aime ce film. Je l'aime fondamentalement. Je le trouve beau. Je le trouve entraînant, je trouve que peu importe l'âge que l'on a, on aime ce film. Enfin, honnêtement, vous le montrez à un enfant aujourd'hui, le film marche encore du feu de Dieu. Personne ne va y voir les effets spéciaux, les maquettes, tout fonctionne, c'est magique ce film, c'est vraiment quelque chose de magique. C'est pas uniquement un film qui fonctionne parce que c'était le premier de la saga, c'est un film qui fonctionne parce que quand vous entendez les interviews de Chris Columbus, le mec passe son temps à dire qu'il a fait en sorte que chaque élément de ce film soit intemporel, que chaque élément principal de cette œuvre soit quelque chose que peu importe l'âge que l'on a, peu importe l'enfant que l'on est, peu importe de quel pays où on vient, on ressentira un attachement profond à ces personnages. Parce que c'est magique, parce que c'est entraînant, parce que c'est à découverte, parce qu'on débarque à Poudlard, parce qu'on comprend l'univers des sorciers, on le découvre en même temps qu'Harry Potter. Pour moi, je pense que Chris Columbus a fait avec ce film, non pas un chef-d'œuvre, parce que ça serait un petit peu gros de dire ça, mais en a fait un très très bon film. Un excellent film qui passe son temps à nous rappeler que dans le cinéma, ce qui fonctionne, c'est cet instant où on décide de se dire « Ok, ça fait partie de l'univers. Maintenant, entraîne-moi là-dedans. » Et Chris Columbus réussit de bout en bout à faire cela. Pour moi, c'est la plus grande réussite de ce métrage. C'est qu'à l'École des sorciers n'est pas uniquement un film qui réussit à être créatif, à être inventif et à être beau.
C'est avant tout un film qui fait en sorte que dès les premières minutes, on se dit ce qui se passe là-dedans, j'y crois. Pour moi, c'est du même niveau que Star Wars ou c'est du même niveau que Seigneur des Anneaux, des choses comme ça. C'est-à-dire réussir à faire en sorte que le spectateur rentre complètement dans un univers en une fraction de seconde, ça relève du génie. Peut-être que ce film n'est pas génial. Peut-être que certains lui trouveront beaucoup trop de défauts alors que pour moi, il n'en a pas tant que ça. Mais une chose est sûre, Chris Columbus, avec ce film, a démontré que c'était un mec qui, lorsqu'il comprenait un univers, était un génie. Bon, je pense que vous avez deviné quel est le dernier. Il est génial ce film. Vous pourrez me dire ce que vous voulez, il est génial. Le Prisonnier d'Azkaban, c'est clairement le film le plus inventif, le plus créatif, celui qui a permis, je pense, à David Yates et Mike Newell de pouvoir mettre en place l'esthétique qu'ils ont mis par la suite dans La Coupe de Feu, l'Ordre du Phénix, Le Prince de Sang Mêlé et l'Héroïque de la Mort, partie 1 et partie 2, parce que Alfonso Cuarón est un metteur en scène brillant. Au-delà de ça, je trouve que c'est un film qui est réellement important parce que, au-delà d'avoir réussi à placer des éléments qui sont marquants en termes d'esthétique, qui ont construit la suite de l'univers, cet aspect noir, cet aspect un petit peu dark, presque gothique par moments, ce jeu un petit peu délirant sur notamment les coupes de cheveux, qu'on reverra ensuite dans La Coupe de Feu, mais alors ici, franchement, les coupes de cheveux, c'est n'importe quoi. Je veux dire, amusez-vous à comparer les coupes de cheveux de La Chambre des Secrets, puis Le Prisonnier d'Azkaban. Il s'est passé quelque chose que je n'ai pas compris. Le coiffeur a dû se barrer du tournage, parce que ça devient n'importe quoi. Mais ça fait partie de l'univers. Un autre point qui pour moi est important et qui fait que ce film est vraiment excellent, dites-vous qu'il y a eu clairement un avant et un après Le Prisonnier d'Azkaban. Pas uniquement donc comme je disais en termes d'esthétique, mais également en termes de jeu. Parce que Robbie Coltrane, Maggie Smith, Michael Gambon, Alan Rickman, Gary Oldman, tous ces acteurs-là, ils étaient confirmés avant. Ils n'ont pas eu besoin de ce film pour devenir de grands acteurs. Mais Daniel Radcliffe, Rupert Grint, Emma Watson, entre autres, ont eu besoin de ce film pour ensuite devenir les acteurs qu'ils sont. Parce que, ok, bon, pour moi, Emma Watson n'est pas une très bonne actrice. Hein. Elle l'a montré dernièrement parce que je suis désolé, mais Bling Ring et La Belle et la Bête, c'est quand même pas des performances d'actrice phénoménales. Hein. Mais, sans ce film, elle n'aurait pas pu jouer dans ces films-là. Rupert Grint, qui aujourd'hui est devenu un acteur comique absolument délicieux, a réussi à le devenir parce qu'Alfonso Cuarón l'a fait jouer le mieux possible dans le Prisonnier d'Azkaban. Et Daniel Radcliffe est l'acteur qu'il est aujourd'hui grâce au Prisonnier d'Azkaban. Parce que, si vous vous rendez bien compte de l'esthétique et de l'esprit qui entoure le Prisonnier d'Azkaban, c'est un film bourré de petits plans séquences. Et donc, dans ces petits plans séquences, tu es obligé, en termes d'acteur, d'apprendre à bien jouer, ou d'en faire en sorte, en tout cas, de repousser ton jeu dans des retranchements. Et c'est ce qui se passe. C'est que du coup, tous les acteurs ont dû se repousser un petit peu et aller dans des retranchements qu'ils n'avaient pas l'habitude d'avoir avec Chris Columbus, parce que Chris Columbus était quelqu'un qui découpait beaucoup ses films, qui jouait beaucoup sur le non-dit ou qui essayait pas plus que ça de les faire jouer comme des immenses acteurs. Il les jouait simplement sur leur innocence d'enfant et donc du coup ça donnait lieu à des séquences qui étaient prenantes et touchantes pour les enfants. Ici, il faut conquérir les ados parce que l'univers commence à devenir un peu noir. Donc Alfonso Cuarón, il se dit, je ne peux pas uniquement jouer sur l'émerveillement de l'enfance. Il faut que j'arrive à faire en sorte que mes acteurs soient tous bons. Ils sont tous bons là-dedans. Il n'y a pas que ça, il y a tout l'univers, il y a tout le jeu entre Sirius Black et Harry Potter. Il y a le travail hyper soigné autour de tout ce qui entoure des éléments parfois très anecdotiques du bouquin. Enfin, je veux dire, c'est un des films qui respecte à la fois le mieux le roman et qui arrive en même temps à s'en détacher pour créer des choses qui lui sont propres. Et moi, c'est ce que je trouve très fort. C'est tout l'aspect qui entoure le loup-garou. Dans le bouquin, ça prend beaucoup trop de place, c'est parfois un peu lourd. Ici, c'est amené juste comme il faut. Vous prenez le lien entre Sirius Black et Harry Potter, ici, il est parfaitement respecté. Ça fait que lorsqu'on arrive à la fin, on est complètement touché. Pour moi, Le Prisonnier d'Azkaban est un film qui va au-delà de son esthétique à la mexicaine, qui va au-delà de son travail de l'adaptation. C'est un film qui, avant tout, est autonome, qui arrive à la fois à être vu dans l'univers d'Harry Potter et en dehors, parce que c'est l'un des seuls où Voldemort n'est pas au centre de l'histoire. Pour moi, c'est un des volets les plus accessibles. Si honnêtement vous voulez faire découvrir l'univers d'Harry Potter à un novice qui n'est pas hyper fan d'Harry Potter, celui-là c'est le plus intéressant. Parce qu'on se plonge dans l'univers des sorciers sans forcément trop en bouffer. On est dedans sans avoir besoin d'en avoir trop. Contrairement à tous les autres où il y a vraiment plein d'éléments qui sont parfois amenés à la truelle au spectateur. Ici, c'est quasiment pas le cas. C'est pour ça, je pense que honnêtement, si un jour vous avez envie de faire découvrir Harry Potter à quelqu'un qui n'a jamais vu un seul volet d'Harry Potter, Le Prisonnier d'Azkaban, c'est de la bombe. Et pour moi,
très clairement, c'est le meilleur volet de la saga. Et on n'est pas loin du chef-d'œuvre, hein, tellement Alfonso Cuarón a réussi à surdynamiter le genre. Et ben voilà, on en a fait le tour. Je pense qu'il y en a plein d'entre vous qui vont pas apprécier ce que je vais dire sur la saga Harry Potter, mais voilà, chacun a son avis. Moi, j'avais envie de faire ça parce que on est dans une période où il faut trouver des petites vidéos sympathiques et je me suis dit, celle-là, pourquoi pas. Voilà, ça me faisait plaisir, j'avais envie de replonger un petit peu avec vous dans l'univers d'Harry Potter. Et voilà, n'hésitez pas à me mettre d'ailleurs dans les commentaires ce que vous pensez de ce top, si vous en avez un autre, peut-être que vous avez envie de mettre les Harry Potter dans un tout autre ordre, ce que je comprendrai complètement. Moi, c'est mon ordre parce que voilà, je suis un grand habitué, un grand fan de la saga, et que je pense que c'est l'ordre qui lui semble lui rendre le plus justice, dirons-nous. Voilà, d'ici là, je vais vous dire d'aller voir des films, parce que c'est bien d'aller voir des films, et surtout de parler de films, et qu'on se retrouvera pour parler de films, bien évidemment. A plus.